Salut tout le monde, bienvenue sur Athlètes Mondiaux. Cette semaine, je vous propose un épisode particulier, un épisode solo, dans lequel je vais répondre aux questions que vous m'avez posées concernant ma participation comme créatrice de contenu aux Mondiaux en salle de Glasgow début mars. J'ai reçu de nombreuses questions, je vais donc y répondre aujourd'hui. J'ai juste préparé quelques notes, pour le reste, ça sera de l'impro. C'est parti. Alors la première question que vous m'avez posée, c'est « Comment tu réussis à avoir une place pour les interviews ? Est-ce que tu as besoin d'une accréditation ?» Alors oui, j'avais une accréditation qui permettait d'avoir accès à la zone mixte pour accéder aux coulisses des championnats du monde, que ce soit à la zone mixte, à l'aire d'échauffement, à la piste, aux différents bureaux, etc. Il faut une accréditation. Donc à partir du moment où on n'est pas spectateur, il faut une accréditation. Et sur chaque accréditation, il y a certains numéros qui donnent accès à certaines zones. Donc moi, j'avais besoin d'une accréditation média qui donnait accès à la zone mixte. Parce que bon, j'en parlerai sans doute plus tard pour répondre à une autre question, mais la zone mixte, c'est une zone qui est pas très très grande, donc il faut évidemment filtrer les entrées, on peut pas laisser rentrer n'importe qui. Donc oui, j'avais une accréditation avec mon nom, avec écrit média, avec écrit même créateur, créatrice de contenu, parce qu'il y avait plusieurs types de médias, j'en parlerai sans doute plus tard aussi. Et puis il y avait le nom Athlètes Mondiaux, c'était la première fois que j'avais une accrède où c'était écrit Athlètes Mondiaux. Donc cette accrède-là, je vais la garder bien précieusement. Je garde toutes mes accrèdes de toute façon, mais c'est vrai que celle-là, elle a une signification particulière. Parce que c'est la première fois où j'ai une accrède où c'est écrit Athlètes Mondiaux. Si on m'avait dit ça en 2005 quand j'ai créé le Skyblog, je l'aurais pas cru. Et donc pour avoir cette accréditation, j'ai dû postuler sur le site de World Athletics il y a quelques mois, quand ils ont lancé les candidatures. Et il y a eu toute une procédure de vérification de leur part, ils m'en ont parlé quand j'étais là-bas. Ils voulaient donc s'assurer que les personnes à qui ils donnaient accès à la zone mixte étaient des personnes sérieuses qui avaient les bonnes intentions, entre guillemets. Donc j'ai dû patienter quelques semaines pour avoir la réponse et je l'ai eu de mémoire début février. Ils m'ont dit qu'ils m'acceptaient et puis après donc j'ai pu organiser mon voyage. Deuxième question, qui est présent en zone mixte ? Des journaux, la télé, des créateurs de contenu ? Un peu toutes ces personnes-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que la zone mixte est organisée en plusieurs parties. Donc, on peut pas se mettre où on veut quand on arrive. Nous, les créateurs de contenu, on était dans la dernière partie. Et c'est intéressant d'ailleurs parce que au début, je me suis dit que ça allait être problématique parce que quand les athlètes arrivent à nous, ça fait déjà pour certains peut-être une demi-heure qu'ils sont là parce que certains sont vraiment très sollicités. Et j'avais peur qu'ils aient plus envie de nous répondre. Mais en fait, j'ai presque eu l'impression contraire que quand ils arrivaient vers nous, ils se disaient « Waouh, ça fait longtemps que vous attendez ». Certains nous l'ont dit d'ailleurs. Et donc, ils s'arrêtaient peut-être même encore plus parce qu'ils savaient qu'on les attendait depuis un moment. Donc au final, je pense que c'était pas un problème. Et même au contraire, le fait de savoir qu'il y avait personne après nous, ça faisait que on se disait pas que quelqu'un attendait qu'on ait fini, quoi. On était plus tranquille de faire nos interviews à notre rythme. Donc pour revenir aux différentes parties de la zone mixte, en fait, quand les athlètes ont terminé leur compétition, ils passent d'abord aux télés, les télés qui ont acheté les droits. Donc là, en l'occurrence, on était en Grande-Bretagne, donc il y a la BBC, et puis après, il y a des gros médias étrangers. Par exemple, quand vous regardez des compétitions diffusées par France Télé, quand Nelson Montfort est là, il est à ce niveau-là, au niveau des télés, donc aux premières positions. Et puis après, souvent, ça c'est les parties en hauteur. Les athlètes doivent monter des escaliers. Ils arrivent aux télés, ils passent par les différentes télés. Puis après, ils redescendent, et là, ils arrivent aux autres médias. Donc ça va être la presse écrite, les radios, et nous, les créateurs de contenu. En tout cas, il y a clairement une hiérarchie entre les personnes qui ont acheté les droits et les personnes qui les ont pas. Évidemment, la priorité est donnée aux personnes qui ont payé, ce qu'on peut comprendre. À Glasgow, il y avait une nouveauté par rapport aux compétitions précédentes, c'est qu'il y avait des accréditations spéciales pour les créateurs de contenu. On avait notre zone à nous. Les échos que j'ai eus des mondiaux de Budapest l'année dernière, c'est que il y avait eu des tensions entre les créateurs de contenu et puis les journalistes traditionnels qui parfois comprenaient pas ce que les créateurs de contenu faisaient en zone mixte. Je pense que dans les créateurs de contenu, il y en a qui font des choses assez proches de ce que font les journalistes traditionnels et puis d'autres qui font des choses complètement différentes. Donc ça peut être de faire danser les athlètes, de les faire chanter, etc. Et ça avait créé des tensions. Cette année, il n'y a pas eu de tension, mais les échos que j'ai eus, c'est qu'à Budapest, il y avait eu parfois même des moments où ils en étaient presque venus aux mains. Donc c'est pour ça que World Athletics avait décidé de nous séparer. En tout cas, cette fois-ci, il n'y a pas eu de problème du tout. Ensuite, vous me demandez où se situe la zone mixte. Donc les athlètes, une fois qu'ils ont fini leur compète, ils passent par la zone mixte directement, c'est la première étape. Et ensuite,
Je l'ai vu parce que nous, on était vraiment juste avant cette salle-là. Il y a la salle où ils peuvent récupérer leurs affaires, leurs sacs, etc., ce qu'ils ont dû laisser avant d'aller sur la piste. Donc, ils passent par la zone mixte et après, ils récupèrent leurs affaires. Et vous me demandez aussi si les athlètes peuvent voir leur coach ou leurs proches avant de passer par la zone mixte. Non, ils peuvent éventuellement parler à leur coach qui est dans les tribunes, mais après, le coach n'a pas accès à la zone mixte sauf s'il a eu un pass spécial. Par contre, il y a souvent pour les grosses délégations, quelqu'un de la délégation qui est en zone mixte avec eux, un responsable média, qui accompagne les athlètes en zone mixte, qui va écouter les interviews, se réservant le droit, le cas échéant, de dire non, cette question-là, non. Moi, ça ne m'est pas arrivé, mais j'avais bien conscience que dans certains cas, la personne écoutait les questions que je posais et se réservait le droit d'intervenir. Et puis cette personne-là va aussi éventuellement, quand les athlètes n'ont pas envie de répondre, servir d'intermédiaire à expliquer non. Désolé, il ou elle doit aller à la cérémonie protocolaire, il ou elle, pour telle ou telle raison, ne peut pas vous répondre. C'est pas le cas pour toutes les délégations. Quelle délégation avait quelqu'un? Il y avait la France qui avait quelqu'un, il y avait les États-Unis, il y avait la Grande-Bretagne, il y avait l'Espagne, l'Italie, la Suède, le Canada, les grosses délégations avec quelqu'un. Et c'est vrai qu'avec le temps, même nous, on a appris à connaître les différents référents médias. Donc par exemple, je me rendais compte que la Française, qui était là pour les athlètes français, m'amenait les athlètes spontanément. Elle leur disait de s'arrêter pour moi. Donc c'était cool. Ensuite, vous me demandez comment la zone mixte est organisée. Est-ce que c'est un serpent? Alors oui, c'est un serpent. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à un moment où il y avait personne en zone mixte. Je suis passée de l'autre côté de la barrière, là où passent les athlètes. Et j'ai fait tout le parcours. Donc c'est vraiment un serpent. Nous, en tant que médias, on était de l'autre côté. Donc on ne devait pas faire tout le serpent. On avait accès directement par derrière et c'était beaucoup plus rapide. Mais c'est vrai que la fois où j'ai fait le parcours moi-même, à un moment où il y avait personne, je me suis mise à la place des athlètes qui sortent de la compète, qui sont fatigués et qui doivent faire tout ce trajet en étant arrêtés tous les 3 mètres. Ça doit être fatigant, mais bon, ça fait partie du métier. Question suivante, est-ce que les athlètes sont obligés de passer devant toi? Oui, ils sont obligés de passer devant moi, mais ils sont pas obligés de s'arrêter. Le seul cas où ils passent pas, c'est par exemple sur le 60 ou le 60 et quand il y avait les demi-finales et les finales dans la même session. Là, les athlètes qualifiés pour la finale ne repassent pas en zone mixte entre la demi et la finale. Les athlètes éliminés en demi passent en zone mixte, mais ceux qui sont qualifiés pour la finale ne passent pas en zone mixte à ce moment-là. Par contre, ils passent en zone mixte après la finale. Mais c'est le seul cas où ils passent pas. Sinon, ils sont obligés de passer, sauf évidemment, on a vu le cas avec Margot Chevrier, qui est sortie sur une civière. Bon, là, évidemment, c'est différent. Mais dans les cas normaux, ils sont obligés de passer, mais ils sont pas obligés de s'arrêter. Ce qui s'est passé à plusieurs reprises, c'est que certains athlètes devaient aller à la cérémonie protocolaire et on leur a demandé de revenir après. Je pense à Mondo Duplantis, qui avait sa cérémonie protocolaire parce que c'était le dernier soir, donc la cérémonie avait forcément lieu à ce moment-là. Et il n'avait pas eu le temps de parler à tout le monde, donc il est allé à la cérémonie et il est revenu après. Et il restait plus grand monde, il devait rester 2-3 médias et moi. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, mon interview avec Mondo est la dernière interview enregistrée en zone mixte à Glasgow parce que c'est ma dernière interview, sa dernière interview et la dernière enregistrée. Vous me demandez ensuite si les athlètes sont seuls ou accompagnés d'un bénévole. Il peut y avoir la personne dont je parlais précédemment, le ou la responsable média de leur délégation. Et après, quand il y a un bénévole, c'est pour les contrôles antidopage. C'est une escorte, quelqu'un qui est censé rester avec eux tout le temps et les surveiller. Mais sinon, c'est tout. Il n'y a pas de... Les bénévoles qui sont en zone mixte, ils sont là pour vérifier que tout se passe bien. Il y avait aussi quelqu'un qui pointait les athlètes, qui avait les startlistes et qui vérifiait qui était passé. Mais sinon, il y a juste quelqu'un à l'entrée qui vérifie que les athlètes passent du bon côté de la barrière, qu'il n'y ait pas de personnes non autorisées en zone mixte. Question suivante, les athlètes s'arrêtent d'eux-mêmes ou tu les choisis? La plupart du temps, ils s'arrêtent pas d'eux-mêmes, sauf s'ils sont accompagnés, comme dans le cas des Français, ce que je disais plus tôt, quand la responsable média des Français leur disait de s'arrêter pour moi. La plupart du temps, ils s'arrêtent pas spontanément, sauf si vraiment c'est des gens qui me connaissent. Si, par exemple, je les ai interviewés après leur premier tour, et là, après le tour suivant, ils savent que je vais vouloir leur parler, donc ils s'arrêtent d'eux-mêmes, mais c'est des exceptions. La plupart du temps, c'est à moi de leur faire signe. Mais vraiment, d'expérience, ça a été assez facile. En fait, ça fait partie du job, ils savent qu'ils sont là pour ça. Donc, il suffisait que je leur fasse un petit signe et puis ils s'arrêtaient. J'ai pas vraiment eu de problème. D'ailleurs, vous me demandez ensuite si tous les athlètes à qui j'ai demandé une interview ont répondu positivement et quel est le pourcentage d'athlètes qui ne jouent pas le jeu et ne s'arrêtent pas. Honnêtement, je pense que la seule que je voulais avoir et que j'ai pas réussi à avoir, c'est parce qu'elle avait sa cérémonie protocolaire. Après, les autres que j'ai pas pu avoir, c'est aussi parfois parce que il peut y avoir beaucoup d'athlètes en même temps et on peut pas avoir tout le monde. Donc, faut faire des choix. Donc, parfois, on est en train de parler à quelqu'un et quelqu'un d'autre passe derrière et voilà.
On peut pas interrompre la première interview pour faire signe à l'autre personne. Donc c'est comme ça, on doit renoncer à certaines personnes. Mais de façon générale, les autres que j'ai pas pu avoir, c'est des athlètes qui étaient vraiment hyper déçus, certains en sanglots, en pleurs. Donc là, c'est même pas qu'ils ont refusé, c'est que je les ai pas dérangés. Ensuite, vous me demandez quelles sont les consignes données lors du briefing, quelle est notre marge de manœuvre et est-ce que c'est très strict. Donc les championnats là ont eu lieu du vendredi au dimanche. Le jeudi après-midi, on avait un briefing pour les créateurs de contenu, mais en final on n'était vraiment pas nombreux, on était 3. Au briefing, bon déjà il y avait une petite visite des lieux, et puis après on nous a surtout expliqué par exemple qu'on n'avait pas le droit de faire des directs, qu'il fallait absolument que nos interviews soient en différé, même si c'est que de quelques secondes ou quelques minutes. On n'avait pas le droit de filmer la compète, et on n'avait pas le droit de faire la promo de marques, surtout quand c'était des marques qui n'étaient pas sponsors officiels. Pour ce qui est de filmer la compète, de toute façon, depuis la zone mixte, on ne voyait pas la compète. Par contre, on avait accès à certaines places en tribune. On pouvait se mettre là de temps en temps pour regarder la compète, mais on n'avait pas le droit de filmer sur nos réseaux, de diffuser en direct, parce qu'on n'était pas propriétaire des droits. Moi, j'ai pas passé beaucoup de temps dans les tribunes. Je préférais être dans l'ambiance de la zone mixte et regarder la compète sur des écrans. Ce qui était marrant, c'est qu'il y avait un petit décalage de peut-être 1 ou 2 secondes. Donc, par exemple, en cas de faux départ ou si un athlète passait, par exemple, à la perche ou en hauteur, on entendait la réaction du public avant de le voir sur l'écran. Mais je trouvais sympa de regarder la compète depuis la zone mixte. Parfois, il y avait des athlètes qui s'arrêtaient devant les écrans pour regarder leurs potes depuis la zone mixte, et c'est aussi des moments sympas. Donc pour le briefing, c'était un peu ça l'idée. On nous a pas du tout donné de consignes sur les questions à poser ou pas poser. Je pense qu'à partir du moment où ils avaient quand même vérifié le type de contenu qu'on faisait en amont, ils nous faisaient confiance. Moi, ça m'est arrivé de poser la question à notre responsable, de lui montrer un truc et de lui demander si j'avais le droit de diffuser. Et à chaque fois que j'ai demandé, il m'a dit oui, bien sûr, pas de problème. Moi, c'était la première fois que je faisais ça, donc je tâtonnais encore un peu, je savais pas trop ce que je pouvais faire ou pas. Mais en tout cas, j'ai jamais eu l'impression d'être surveillée par World Athletics ou quoi que ce soit. Ça s'est très bien passé. Vous me demandez ensuite comment je me préparais en amont pour aborder ma venue et mon travail au championnat. Alors c'est sûr que j'ai préparé pas mal en amont. J'avais regardé les start lists. Je voulais avoir des questions à poser. Et donc j'avais un carnet avec des dizaines et des dizaines d'athlètes. Et peut-être 2-3 questions par athlète. Des questions qui évidemment n'avaient rien à voir avec les championnats parce que je pouvais pas savoir d'avance comment ça allait se passer pour eux ou pour elles. Mais je voulais avoir des questions qui sortent un peu de l'ordinaire au cas où. Au final, pour tout vous dire, j'ai dû me servir de 5% de ce que j'avais préparé. Mais c'est vrai que parfois, quand je voyais arriver les athlètes en zone mixte et que je savais que ça serait mon tour peut-être 10 minutes plus tard, le temps qu'ils aient fini avec mes collègues, ça m'arrivait de sortir mon carnet et de me dire alors qu'est-ce que je peux demander, quel type de questions je peux trouver qui n'a probablement pas été posé précédemment par mes collègues. Après, il faut aussi essayer de suivre la compétition à l'écran. On avait aussi des moniteurs avec tous les résultats en direct, donc dans les concours, les différents essais et tout ça. C'est pas toujours facile, surtout dans les sessions du soir où il y a beaucoup d'épreuves. Je pense au dernier soir où c'était limite que des finales. Il y avait quelques demi, mais sinon c'était vraiment finale. Donc avec beaucoup d'athlètes à interviewer, il y a eu des moments où je voyais des athlètes arriver et j'avais aucune idée de ce qui s'était passé pour eux parce que pendant leur épreuve, j'étais en train de parler à quelqu'un d'autre. Là, c'est l'avantage quand on est les derniers en zone mixte, c'est que on a parfois un peu le temps de chercher quelques infos, le temps que les athlètes parlent à nos collègues. Mais ça m'est arrivé parfois de me retrouver avec quelqu'un devant moi et d'avoir très peu d'infos. Mais ça s'est plutôt bien passé de façon générale. Je pense que si c'était à refaire, je referais ça. J'aime bien avoir un peu de base. J'aime bien avoir quand même quelques infos. C'est évidemment pas le même exercice que les épisodes de podcast traditionnels, qui sont des longs formats que je peux vraiment préparer. Là, il y a une partie de dernière minute qui dépend de comment se passe la compète. Et puis, on sait qu'on a le droit à 3-4 minutes maximum. Donc, c'est évidemment un exercice différent. Mais c'était cool. C'est des moments différents, c'est des échanges différents. Il y a c'est beaucoup plus brut, je dirais, de notre part et de la part des athlètes aussi, parce que ils sont contents, déçus selon comment ça s'est passé. C'est à chaud et c'est un exercice différent. Mais ça m'a plu. Et sinon, en dehors du travail que je faisais en amont, j'essayais aussi de travailler au centre des médias. Ce qui est marrant, c'est que quand j'ai reçu les infos avant les championnats, on avait donc le guide des médias dans lequel il y avait notamment les horaires des navettes entre les hôtels et le stade. Et j'avais repéré qu'il n'y avait pas de navette pour rentrer à l'hôtel le midi.
Et je me disais, c'est bizarre, on part le matin et on rentre tard le soir et il n'y a rien de midi, mais pourtant il n'y a pas d'épreuve en début d'après-midi. Pourquoi on ne peut pas rentrer Parce que j'avais pas d'expérience comme média, mais j'ai très vite compris pourquoi. C'est qu'en fait, entre les deux sessions, tous les médias restent là. Quand je dis médias, ça peut être les créateurs de contenu, évidemment, mais c'est la presse écrite, c'est la télé, c'est les photographes aussi. On est tous là dans le centre des médias, il y a des très grandes tables avec des prises de courant, de quoi se connecter à Internet, et puis et tout le monde travaille là. Et au final, même s'il y avait eu des navettes pour rentrer à l'hôtel, je ne serais pas rentrée à l'hôtel parce que j'ai vraiment voulu profiter de tout ce temps-là pour commencer à partager des vidéos. Quand je savais que le soir, il allait y avoir telle ou telle épreuve, essayer de préparer un peu quelques questions. Donc ça a aussi fait partie de ma préparation, tout ça. Quelqu'un me demande ensuite, de quel type d'équipement as-tu besoin en tant que créatrice de contenu sur un tel événement ? Alors, en zone mixte, la chose indispensable, c'est les micros. Moi, j'avais choisi des micros-cravates parce que c'était plus simple, même si la plupart l'ont pas vraiment accroché à leur maillot, ils l'ont gardé dans les mains. Mais c'était plus simple et c'était moins cher. Mais c'est indispensable, à mon sens, d'avoir des micros comme ça, parce que si j'avais juste eu le son enregistré par le téléphone, je pense que ça aurait été inaudible sur la plupart des interviews, parce qu'en zone mixte, il y a vraiment beaucoup de bruit. Certains athlètes parlent pas très fort, donc vraiment le micro-cravate indispensable. Pour le reste, j'avais juste acheté un trépied, mais qui m'a pas beaucoup servi, parce qu'en fait, voilà, on n'est pas sûr que l'athlète doit vraiment se mettre dans le cadre, et j'avais pas envie de passer mon temps à être là, à regarder, à bouger le trépied pendant l'interview, ou à demander à l'athlète de bouger. C'était plus simple pour moi d'avoir le téléphone dans la main et de suivre l'athlète en regardant le téléphone directement. Mais je pense que je reprendrai le trépied dans les prochaines compétitions au cas où. Je m'en suis servi notamment avec David Rudisha parce que là, c'était une interview un peu différente. C'était pas en zone mixte, c'était dans ce qu'ils appelaient la high zone, donc la zone interview. Mais c'est une zone interview à froid, entre guillemets. Donc il y avait de quoi s'asseoir et c'était beaucoup plus posé. Donc là, j'avais mis le trépied et du coup, ça me permettait de juste me concentrer sur ma conversation avec David sans avoir peur qu'il sorte du cadre parce qu'il était assis sur son canapé et qu'il n'y avait pas de risque qu'il bouge. Ensuite, vous me demandez, t'as combien de temps pour les interviews à chaud après les épreuves ? Si la question c'est de savoir combien de temps je peux passer avec chaque athlète, ça dépend des athlètes. Il y en a où clairement on sent qu'ils ont le temps, qu'ils sont contents de parler, qu'ils sont contents d'être médaillés, que c'est un moment important dans leur carrière, qu'ils veulent presque profiter du moment. Et le moment, c'est aussi le passage en zone mixte. Et donc certains sont contents de parler, mais même des interviews longues, elles faisaient 5 minutes. C'est de la zone mixte, hein, donc c'est pas la même chose qu'une interview podcast normale. Certains, par contre, ont beaucoup moins de temps. Je me souviens qu'avec Josh Kerr, j'étais sa dernière interview zone mixte, et le responsable média britannique avait déjà dit à mes collègues avant, c'est la dernière, et quand il a vu que j'étais là, il m'a dit « Ah, toi aussi tu veux ? Faut que ça aille vite, hein, parce qu'il a sa cérémonie derrière. » Donc j'ai dit oui, ok, ça sera rapide. Je préférais avoir 30 secondes, 1 minute avec Josh que rien du tout. Mais c'est sûr que ça fait partie du jeu, c'est la zone mixte, on est très nombreux, ils sont très sollicités. La plupart prennent le temps, mais c'est vrai que quand il y a des impératifs, notamment de cérémonie protocolaire, on n'a pas trop le choix. Donc j'espère avoir répondu à la question. Si la question c'était aussi de savoir combien de temps après leur épreuve ils passent nous voir, là ça dépend vraiment des athlètes. C'est sûr que les grandes stars qui doivent d'abord s'arrêter pour toutes les télés, pour les médias du monde entier, ils vont mettre du temps à arriver. Mais la plupart des athlètes, ils vont être arrêtés par les médias de leur pays et pas beaucoup d'autres médias. Donc dans leur cas, c'est beaucoup plus rapide. Je pense que j'étais l'une des rares en zone mixte à m'intéresser à tout le monde. La plupart des médias s'intéressent à leur pays et aux superstars. Et encore. J'ai observé autour de moi et je remarquais qu'en fonction des athlètes en zone mixte, il y avait des médias qui étaient là ou qui n'étaient pas là. Il y avait beaucoup de médias français qui n'étaient là que quand il y avait des athlètes français. Et ce que je dis pour la France, ça vaut pour quasiment tous les autres pays. À un tel point que la responsable zone mixte est venue me voir à un moment en me disant « Mais toi, t'es toujours là ?» Ben oui, mais je suis là pour être en zone mixte, je suis venue à Glasgow pour ça. Donc, Et comme je m'intéresse à tous les pays, ça s'appelle athlètes mondiaux, ça s'appelle pas athlètes français, ben potentiellement n'importe quel athlète était intéressant pour moi, donc j'avais pas de raison de partir. Mais donc, oui, en fonction du nombre de médias avec lesquels les athlètes vont devoir parler, ils peuvent mettre plus ou moins de temps à arriver. Ensuite, quelqu'un me demande si j'ai pu échanger avec les athlètes autrement que pendant les interviews. En dehors des interviews zone mixte, on avait l'option de la high zone, dont je parlais tout à l'heure avec David Rudisha. Moi, je m'en suis servi que pour lui. J'aurais pu, si j'avais voulu, demander à faire revenir un athlète et l'avoir peut-être le lendemain de son épreuve pour un format un peu plus long.
Je l'ai pas fait parce que j'avais déjà beaucoup de travail, mais c'était une option. Mais ça aurait été quand même dans le cadre des championnats et dans le cadre des opérations médias des championnats. En dehors de ça, je pense que j'aurais pu, si j'avais voulu, donner rendez-vous à un athlète que je connais dans le centre de Glasgow pour faire une interview, je sais pas, dans un pub de Glasgow. J'aurais pu faire ça. Je l'ai pas fait, mais ça aurait été une option. Ensuite, vous me demandez ma plus grande déception à Glasgow. Honnêtement, il n'y a rien qui me vient comme déception. Je me souviens que je suis rentrée de Glasgow en me disant que ça allait rester l'un de mes meilleurs souvenirs de championnat. Probablement aussi parce que c'était la première fois que j'étais en zone mixte, donc il y avait aussi le côté nouveau, découverte, qui m'avait marqué. Mais j'ai pas de déception. Que ça soit mes collègues créateurs de contenu avec qui je me suis très bien entendue, que ce soit les responsables de World Athletics, les responsables médias que je connaissais pas avant mais avec qui ça s'est aussi très bien passé, que ce soit les athlètes avec qui j'ai échangé qui ont été adorables. Vraiment, tout le monde a été très cool. De façon générale, j'aime beaucoup les compètes au Royaume-Uni. Il y a toujours une ambiance particulière avec le public, c'est bien organisé. C'est vraiment toujours des moments que j'apprécie. Non, vraiment pas de déception. Le seul moment un peu difficile, c'est ce que je racontais tout à l'heure. Il y a certaines interviews où j'ai pas été très très contente de moi-même parce que je j'avais pas vraiment pu suivre l'épreuve de l'athlète en question et que je trouvais que mes questions étaient pas top. Mais bon, ça fait partie du jeu, on peut pas. Moi j'étais toute seule, mes collègues avec moi étaient à deux et donc c'était plus facile pour eux. Déjà ils pouvaient faire deux interviews en même temps. S'ils avaient deux athlètes en même temps qui les intéressaient, ils pouvaient se dédoubler. Ou alors il y en avait un qui pouvait suivre la compète pendant que l'autre interviewait quelqu'un. Moi j'étais toute seule, donc j'ai fait comme je pouvais. Vous me demandez ensuite ma meilleure interview. C'est très subjectif, ça évidemment, je sais pas en termes de contenu, celle qui était la meilleure. Par contre, humainement, j'ai des très bons souvenirs. J'étais surprise par certains athlètes qui vraiment prenaient le temps de parler et qui faisaient des réponses assez longues, en tout cas longues pour une zone mixte. Je pense notamment à Ryan Krauser qui a gagné le poids homme et à Nicolas Olieslagers qui a gagné la hauteur femme. Les deux ont pris le temps de me répondre, ils ne me connaissaient pas. Bon, c'est moins surprenant quand c'est quelqu'un qui me connaît, je pense à Hugues Fabrice-Zango ou à Mondo Duplantis. Eux, ils me connaissent, donc ça m'a moins surprise, mais Ryan et Nicolas me connaissent pas. Et ils ont pris le temps, et je voyais que c'était pas une interview qui voulait bâcler vite pour passer à la suivante. Ils ont pris le temps avec moi, et vraiment c'était cool. Après, en termes de contenu, je pense que les bonnes interviews, c'est celles où on voit vraiment que les athlètes sont eux-mêmes, et qu'on peut voir leur émotion. Je pense à Zainab Dosso qui est médaillée de bronze sur le 60 et où on voit vraiment son émotion d'être médaillée. Ces interviews-là, c'est sûr que c'est toujours des moments particuliers. On approche de la fin, vous me demandez ce que j'ai pensé de la salle où avaient lieu les mondiaux. Alors c'était pas la première fois que j'y allais, parce que j'étais déjà allée dans cette salle en 2019 pour les Europes en salle. Pour y faire quelque chose de complètement différent, j'étais au centre d'information technique, donc ça n'avait rien à voir. Mais c'est vrai que j'ai pas eu besoin de temps d'adaptation parce que je connaissais les lieux, donc très vite je me suis sentie chez moi. Sinon pour le reste, c'est une salle, je pense, qui est très bien adaptée. Bon, ça reste petit, hein, c'est un championnat en salle, donc c'est sûr qu'on n'a pas le même espace que sur un stade en plein air. Là, ça reste petit, mais je pense que c'est un lieu qui se prête bien à ce type de championnat. C'est pas dans une zone de Glasgow très très touristique. D'ailleurs, je sais pas si vous aviez vu sur Instagram quand j'ai posté la vidéo du entre guillemets défilé de mode de Noah Lyles. C'était assez drôle parce qu'on a reçu un message quelques heures avant nous disant qu'il allait venir faire un fashion show avant sa demi-finale du 60 et qu'il allait faire ça au rond-point devant la salle. Moi, je me dis le rond-point devant la salle, oui, mais c'est pas très glamour cet endroit. Pourquoi faire un défilé de mode là Bon. Mais comme j'avais pas grand-chose à faire à ce moment-là, en tout cas pas d'impératif, j'y suis allée. J'ai trouvé d'autres médias qui, comme moi, étaient un peu sceptiques, mais qui se sont dit bon, on va regarder. Parce que pour donner un peu de contexte, c'était un tout petit rond-point sur un parking avec des barrières, des conteneurs poubelles. C'était vraiment pas l'endroit pour faire un défilé de mode. Et d'ailleurs, quand il est arrivé, certains médias lui ont dit non, mais si tu veux que ça rentre bien, il faudrait plutôt aller là-bas sur le côté où il y a des buissons et derrière il y a des maisons. C'est un peu moins moche que les conteneurs poubelles et les barrières. Tout ça pour dire que la salle est dans un quartier qui est pas très très attractif, mais la salle en elle-même, je pense qu'elle était bien pour ce type de compétition. Vous me demandez si j'ai eu le temps d'aller visiter Glasgow. Non. C'était ma 3e fois à Glasgow. J'étais déjà allée une fois pour le meeting et une fois pour les Europes en salle. Et les 2 fois précédentes, j'avais pris le temps de visiter. Donc là, j'avais pas le temps, mais c'est pas vraiment un regret parce que j'avais déjà visité un peu avant, donc ça va.
Le soir, je rentrais à l'hôtel vers minuit. Et puis, j'avais conscience qu'il fallait que je publie certaines choses parce qu'évidemment, quand vous enregistrez une interview après une demi-finale avec quelqu'un qui est qualifié en finale, l'interview, il faut la publier avant la finale parce que sinon, après, elle est plus pertinente. Donc, parfois, je rentrais tard le soir et je savais il fallait diffuser des trucs. Pareil, entre la session du matin et la session du soir. Donc non, j'avais pas le temps de visiter. Mais pour revenir à cette question des choses à diffuser assez vite, ça explique aussi en partie pourquoi, pour certains athlètes non francophones, j'ai fait des interviews assez courtes. C'est que je savais que c'était des interviews à diffuser vite et que j'aurais pas le temps, dans les quelques heures de pause entre les deux sessions, de traduire et diffuser 3, 4, 5, 6 interviews assez longues avec sous-titres. Et à partir du moment où ce qui me distingue des autres, c'est de faire des interviews dans plusieurs langues, et c'est ça que j'aime faire aussi, je savais que la contrainte de temps m'obligeait à faire des interviews assez courtes. À voir à l'avenir si je peux avoir l'aide de quelqu'un qui m'aide pour les traductions et qui me permet d'enregistrer plus de contenu. Et pour terminer, vous me demandez des anecdotes. Alors l'anecdote qui me vient en premier, c'est mon interview avec Noah Lyles, parce qu'en fait, quand il est passé en zone mixte, j'étais déjà en train d'interviewer quelqu'un d'autre. C'était vraiment un moment où il y avait beaucoup de gens en zone mixte. J'ai vu arriver plein de gens en même temps et je me suis dit, là, il va falloir faire des choix. Et il y a une partie de poker un peu où on demande à quelqu'un s'il peut nous répondre, en sachant très bien que peut-être qu'en parlant à cette première personne, on va s'empêcher de parler à quelqu'un d'autre. Mais c'est toujours un risque à prendre. Et donc j'étais en train d'interviewer quelqu'un d'autre quand j'ai vu Noah passer derrière. Et une fois que j'ai eu terminé la première interview, j'ai vu que Noah était encore là, mais il était vraiment en train de partir. Il allait aller dans la fameuse salle pour récupérer ses affaires. Et j'ai juste eu le temps de lui crier en anglais, Noah, je suis française, tu sais le pays où tu vas gagner 4 médailles d'or cet été. Et il s'est retourné et il m'a regardé genre, bon allez, ok, t'as trouvé les bons mots, je reviens pour toi. Et voilà, je pense qu'il fallait trouver un truc pour attirer son attention parce qu'il avait déjà fait beaucoup d'interviews, il fait partie des athlètes très sollicités, et il fallait réussir à attirer son attention d'une façon ou d'une autre. Donc c'est ça qui m'est venu. Et ça a marché. Et il y a une autre anecdote concernant Noah, c'est que je pense que c'était au tour précédent, je sais plus. En tout cas, j'étais en train de faire une interview, ou alors non, c'était pendant l'interview justement que j'étais en train de faire quand il est passé derrière. Lui, il avait vu que je faisais une interview, donc essayait de pas déranger, et en fait son coach est passé devant moi, donc entre la barrière et moi, mais donc entre la barrière et moi, ça veut aussi dire entre l'athlète et moi, entre l'athlète que j'interviewais et moi. Et donc, il est un peu passé dans le champ, et Noah s'en est rendu compte, et de lui-même, il a dit « Coach, il y a une interview en cours ». Et j'avais trouvé ça cool. Et sinon, pour terminer, quel bilan je tire de cette compète ? Que du positif. Honnêtement, quand j'ai postulé, je savais pas trop à quoi m'attendre. J'ai postulé en me disant « on verra bien ». Quand j'ai vu que World Athletics lançait ce nouveau programme pour les créateurs de contenu, je me suis dit « je postule, on verra bien ». Comme la réponse s'est un peu fait attendre, je pensais que c'était mort. Et en fait, quand j'ai eu la surprise de savoir que c'était bon, je me suis dit j'y vais. Je sais pas trop ce que je vais faire. J'avais pas du tout d'expérience comme ça en zone mixte, d'interview courte. Mais je me suis dit je vais tenter l'expérience et on verra bien. Et au final, vraiment, c'était top. Que ça soit d'un point de vue pro, j'ai appris beaucoup de choses, ou d'un point de vue humain, vraiment des gens formidables. Je me suis vraiment rendu compte de ce que j'aimais faire le plus, et c'est vraiment faire des interviews dans différentes langues, les différentes langues que je parle. C'est à la fois ce qui me distingue des autres, et ce que j'aime le plus faire. Donc je pense que c'est là-dedans qu'il faut que je continue. Et voilà, il y a d'autres compètes auxquelles j'aimerais aller cette année. Probablement pas les Jeux, parce que c'est pas World Athletics qui décide qui va comme média aux Jeux. Donc ça me paraît beaucoup plus compliqué. Après, si j'ai une opportunité, pourquoi pas, mais je préfère pas trop compter dessus pour le moment. Par contre, il y a des meetings qui m'intéressent. J'ai beaucoup d'idées de choses que je pourrais faire. Donc oui, c'est cool. Très très bonne première expérience et j'ai hâte de voir la suite. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Si vous êtes toujours là, n'oubliez pas de vous abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains. Laissez 5 étoiles et un commentaire sur Spotify et Apple Podcasts et parlez du podcast autour de vous. Vous pouvez aussi soutenir le podcast via Tipeee. Tous vos dons, quel que soit leur montant, contribuent aux prochains épisodes. Vous trouverez le lien Tipeee dans les notes de l'épisode. Merci et à la semaine prochaine.